Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Marie-Georges Buffet pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Non, ce ne sera pas le même discours. Je ne suis pas là que pour certains sports, et notamment la F1. Après le cavalier sur les grands stades, après la loi d'exception pour préparer la prochaine coupe de l'UEFA, celle sur les paris en ligne ou sur les agents sportifs, et enfin celle dite d'éthique qui fait entrer les sociétés sportives dans le droit commun du commerce, nous voici de nouveau réunis pour discuter d'une énième loi partielle sur le sport. Des lois de circonstance servant les intérêts des uns et des autres, mais peu l'intérêt général du mouvement sportif. Voici le triste bilan en matière de politique sportive de la législature qui touche à sa fin. Réduire l'intervention de l'État, réduire les moyens aux collectivités territoriales et donc au développement du sport pour toutes et toutes, et laisser la voie libre aux marchands pour rentabiliser un sport-spectacle, voilà le fil directeur de la décennie passée. Voilà toute l'ambition pour le sport de votre majorité. L'IRIS vient de publier un rapport sur les dangers pour l'éthique sportive des paris en ligne. Nous n'en parlerons pas. Comme nous n'évoquerons pas les moyens d'assurer le droit au sport pour un nombre accru de personnes, avec un grand plan d'équipement pour la pratique du plus grand nombre, la mutualisation des moyens humains et financiers au sein du mouvement sportif. Nous ne parlerons pas non plus des personnels jeunesse et sport et des missions du ministère des Sports. Ce soir, une fois encore, on va nous expliquer que toutes ces questions ne sont pas l'objet de la loi inscrite à l'ordre du jour. C'est hélas exact. Nous ne sommes pas réunis ce lundi soir pour discuter avec tout le sérieux requis d'une grande loi cadre sur le sport, une loi apte à répondre aux défis d'un sport de masse et de haut niveau, porteur de valeurs éducatives et d'éthique en 2012. Non, nous sommes réunis, j'ai cru le deviner, pour régler des problèmes d'assurance entre les écuries de F1 et les fédérations nationales et internationales concernées, et encore plus précisément sur l'indemnisation des dommages matériels. L'agenda parlementaire est chargé. Votre majorité veut faire passer avant la fin de la session toutes les mesures régressives annoncées par le président de la République. Casse du Code du travail, nouvel impôt sur les familles avec la TVA antisociale pour financer les exonérations de cotisations sociales et patronales, et une mainmise renforcée de Bruxelles sur le budget national pour mieux imposer l'austérité. Et malgré cet emploi du temps chargé, le gouvernement inscrit à l'ordre du jour en urgence cette proposition de loi. Elle doit donc avoir un contenu essentiel. Urgence, d'ailleurs, le mot est faible. Précipitation serait plus exact. Le texte est inscrit à l'ordre du jour avant même son dépôt, intervenu le 24 janvier, puis il est discuté le 31 janvier, jour de la nomination du rapporteur. Bravo, monsieur le rapporteur. Il y aurait urgence, nous dit-on, pour justifier ce bâclage en commission. Les compétitions vont bientôt débuter. C'est ce que vous nous avez dit, chers collègues. On nous avait déjà expliqué l'urgence pour la loi dite d'éthique, car il fallait régler un souci de billetterie avant Roland-Garros. C'est vos propres propos, monsieur le rapporteur. Mais des compétitions, chers collègues, il y en a chaque année. Et si l'urgence avait été réelle, nous aurions pu débattre de ce texte bien avant. La jurisprudence de la Cour de cassation que vous nous proposez de détricoter date de 2010. À moins que l'urgence en question soit celle qui a motivé votre récente rencontre, monsieur le ministre, avec le président de la Fédération internationale de l'automobile. Cette proposition de loi est-elle un ticket de retour du Grand Prix de France? Monsieur le ministre, et je pense que cette opinion est largement partagée sur les bancs de notre Assemblée, le retour d'un Grand Prix en France serait une bonne chose, mais pas à n'importe quelle condition. Si l'objectif de cette proposition de loi est là, laissez-nous le temps d'étudier quels avantages, quels préjudices cela aura pour l'ensemble des pratiques sportives dans notre pays. Le texte que nous débattons ce soir traite de montants financiers importants pour les fédérations concernées. Mais ces montants doivent être abordés de manière globale, car ce qui n'est pas payé par les fédérations l'est par d'autres, parfois plus cher. Mutualiser les risques permet de baisser le coût des primes d'assurance. Négocier au niveau d'une fédération plutôt qu'au niveau de chaque pratiquant va dans le même sens. Chers collègues, fait-on réellement, en votant ce texte, le choix de l'efficience? Ne gonfle pas
ne gonfle-t-on pas les coûts qui pèsent sur la pratique sportive au profit des assureurs? Dès lors que l'on mentionne les coûts générés par la jurisprudence de la Cour de cassation pour les fédérations, il faut aussi mettre en parallèle leurs recettes. Il est certain, de ce point de vue, que la responsabilité sans faute pèse plus sur certaines d'entre elles que sur d'autres. Certaines se financent confortablement par les droits audiovisuels. Pour d'autres, et il s'agit de la grande majorité d'entre elles, aujourd'hui, la survie dépend d'une pauvre manne publique de plus en plus réduite. Mais cette proposition de loi n'aborde-t-elle pas le problème par le mauvais bout? Ne devrait-on pas plutôt renforcer le partenariat entre les fédérations pour les aider à assumer non seulement le surcoût d'assurance induit par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi l'intégralité de leur mission de service public? Enfin, ce texte ne va-t-il pas plus loin que ce qu'il envisage? Avant 2010, la responsabilité sans faute incombait aux fédérations uniquement pendant les compétitions. Cette jurisprudence a étendu la responsabilité sans faute des fédérations aux périodes d'entraînement. Avec ce texte, la responsabilité sans faute pour les dommages matériels n'incomberait plus aux fédérations ni pendant les compétitions ni pendant les entraînements. Par contre, elle leur incomberait toujours pour les dommages corporels. Cette proposition de loi ne se contente pas de tempérer la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ne consiste pas en un simple ajustement technique de variables financières, elle modifie des règles applicables. Cette modification me semble préoccupante, car source de confusion. En supprimant la division artificielle entre compétition et entraînement, la jurisprudence de la Cour de cassation a harmonisé les règles en vigueur dans le sens de la clarté. Sans doute n'est-elle pas allée assez loin. Le même dommage causé par une raquette ou par un coup de coude ne serait en effet pas indemnisé de la même manière. Mais au lieu de répondre à cette question, cette proposition de loi crée une nouvelle division artificielle entre dommages matériels et dommages corporels. On se retrouverait dans des situations ubuesques où, pour un même accident, un pratiquant relèverait de deux régimes de responsabilité différents. Il faut donc s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation et prendre le temps de réfléchir à une harmonisation des différents régimes de responsabilité dans le sport. Mais cette harmonisation doit viser à la plus grande justice. C'est là la question centrale posée par ce texte. Est-il juste que les fédérations indemnisent les dommages qu'elles n'ont pas causés au titre de la responsabilité sans faute? Je pense que oui. En effet, jusqu'à 2010, une personne ayant subi un dommage durant les entraînements n'était pas indemnisée par l'auteur du dommage parce qu'elle n'était pas réputée consciente du risque de sa survenue. Par contre, pendant les compétitions, les fédérations devaient indemniser un tel dommage permettant à la victime d'être dédommagée. La jurisprudence de la Cour de cassation est donc plus protectrice pour les victimes, notamment lorsqu'elles n'ont pas les moyens de réparer les conséquences du dommage subi, et donc d'un dommage dont elles ne sont pas responsables. Je pense en particulier aux sportifs amateurs ou à certains sportifs professionnels qui n'ont pas derrière eux, pour réparer le dommage subi, une riche écurie de Formule 1. Pour tous ces sportifs et sportives, un grave dommage est susceptible de compromettre l'accès à la pratique de son sport. Mais au-delà du droit à la pratique sportive, ce sont d'autres droits qui pourraient être compromis. Un jeune mal assuré, issu d'un milieu populaire, dont les lunettes seraient cassées durant un match de football, pourrait se trouver en grande difficulté pour le remplacement. C'est son droit à la santé qui serait amoindri. Rendre les fédérations responsables sans faute des dommages causés aux tiers, c'est affirmer le principe de solidarité dans le sport. Cela est d'autant plus juste que les risques de survenue des dommages évoqués dans cette proposition de loi sont relativement aléatoires car inhérents à la pratique. Il est donc logique d'en mutualiser l'indemnisation sous l'égide des organisateurs de cette pratique. Nous aurions pu, comme la doctrine nous invitait à le faire, discuter des différences de régime qui pourraient exister entre le sport amateur et le sport professionnel. Nous aurions pu travailler à une loi sur la responsabilité dans le sport, adaptée aux spécificités des pratiques sportives. Mais tel n'a pas été le choix de cette majorité, qui préfère adopter un texte ajoutant de la confusion à notre droit. Une fois de plus, nous allons prendre le problème à l'envers et remettre en cause une composante du droit au sport, sous prétexte de protéger les fédérations. Cela n'aide en rien les fédérations, Monsieur le ministre. Elles souhaitent par contre des moyens réels pour la mise en œuvre du droit au sport. Nous débattons ce soir, comme d'ordinaire, soit dit en passant, d'un texte inachevé dans de mauvaises conditions. Aussi, au nom des députés du groupe GDR, je voterai contre ce texte.